Par Marie Chantrey et par moi-même. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir. Le sourire ce soir? Le sourire, oui, parce que... Le sourire raisonnable, visiblement. Oui, raisonnable, parce que c'est d'abord... c'est un moment important, un moment difficile aussi. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient hésité. Et ils étaient nombreux. Et puis, en même temps, une satisfaction pour les Français. Parce que ce projet, s'il n'avait pas été adopté, nous entrions dans une crise et avec... au fond, le retour de tout ce que nous avons cherché à retirer de ce projet pendant le mois et demi pendant lequel nous avons négocié. Et nous-mêmes, nous avons évolué. Au départ, nous étions très hostiles à ce projet. Et puis, parce que les concessions ont été faites, parce qu'il y a eu des bougées importantes du gouvernement, on a parlé beaucoup de la suspension de la réforme des retraites, mais ce qui touche tout le monde, c'était les pensions de retraite, les prestations sociales, la hausse, enfin le doublement des franchises médicales. C'était toute une série de sujets qui allaient impacter directement l'accès aux soins des Français et même leur retraite également, leur pouvoir d'achat. Et donc, c'était important de pouvoir aboutir. Et donc, il a fallu convaincre les députés. Ça reprend le même narratif que les journalistes avec le terme suspension, les mecs. Hein. Voilà là. Y compris hors de votre camp. Vous avez essayé de convaincre aussi des députés LR de voter pour. Vous avez réussi peut-être ce soir. Ils sont 18 à avoir voté pour. J'ai vu en fait qu'il y avait un journaliste qui avait évoqué le fait que j'avais parlé à un député LR dans un couloir en lui disant non pas de voter comme je l'ai lu pour Sébastien Lecornu, c'était pas le sujet. Personne, enfin ceux qui sont dans l'opposition y restent et ceux qui étaient dans la majorité, je sais pas très bien où ils sont. Mais enfin en tout cas, la réalité c'est que j'ai cherché à convaincre mes collègues parce que ce soir c'est d'abord une victoire du Parlement. Donc vous avez cherché à convaincre des députés LR aussi. Mais j'ai cherché à convaincre des gens de toute formation politique, plutôt à gauche. Mais vous démentez que l'argument, c'était pour aider Sébastien Lecornu. C'est pas pour... Mais pourquoi voulez-vous que j'aide Sébastien Lecornu? Je suis de gauche, il est de droite. Mais ce soir, c'est une victoire d'abord du Parlement lui-même. Parce que imaginez que après un mois et demi, on dise aux Françaises et aux Français, écoutez, on a négocié, on a obtenu des choses, mais à la fin, on n'en veut pas. Quel constat tirerait-il? Je sais bien que il y a des gens qui se nourrissent de l'antiparlementarisme et qui considèrent que le Parlement, ça ne sert à rien. Eh bien, ce soir, le Parlement a montré qu'il servait à quelque chose et qu'après un débat nourri, qui n'était pas médiocre, qui était un débat important, intéressant, avec des positions qui se sont exprimées, on a pu, à un moment, trouver un chemin qui n'est pas le chemin de quiconque. En réalité, c'est vrai que la gauche aurait adopté, certainement, si elle était majoritaire absolue, un autre budget, et la droite, mais l'évidence, c'est que c'était vous pas son budget. Entendez, Olivier Faure, ce soir, le tombereau de critiques qui s'abat sur vous et sur les socialistes, notamment venus de la gauche, notamment venus de la France Insoumise. Oui, devenu de la France Insoumise, tout à l'heure, je voudrais citer ce que disait tout à l'heure Mathilde Panot, qui disait que vous et les Insoumis, vous aviez été élus sur un mandat de rupture avec le macronisme et que vous ne respectiez plus ce mandat-là, ce mandat de rupture avec le macronisme. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais Mathilde Panot, ce soir, elle a voté en réalité contre le fait que désormais, eh bien, par exemple, les pensions de retraite vont pouvoir être réindexées, qu'on va pouvoir... sur l'inflation. Oui, mais enfin, c'est quand même un problème. C'est que si on avait voté contre, on serait revenu au projet originel avec les ordonnances. Et qu'auraient obtenu les Français? Le gel de leurs pensions, de leurs prestations, le doublement de leur franchise médicale. Bref, vous connaissez l'argument des Insoumis sur ce point-là. C'est-à-dire que si on allait aux ordonnances, il y avait censure et le gouvernement tombait parce que vous auriez voté et vous auriez fait tomber aussi sans doute le gouvernement. Écoutez, je fais... Bah oui, il fallait aller jusqu'au conflit, mon gars. Fallait garder ta ligne politique. Genre, le mec, plutôt que de censurer ce gouvernement parce qu'on n'allait pas accepter les ordonnances, il a préféré dire, bon, on va passer par un moindre mal, un budget ok, genre, tu vois ce que je veux dire? Donc là, est-ce que si le PS s'alliait avec toute la gauche à chaque vote, est-ce qu'il y aurait eu une majorité relative? S'allier avec toute la gauche à chaque vote? Bah non, on n'est pas majoritaire dans l'hémicycle. Attends, je te montre la composition parce que peut-être que t'es pas au courant, mais ça donne ça en gros. Toute la gauche, PS inclus, c'est ça, hein. C'est écolo, gauche radicale, LFI, socialiste, ça fait 195 sièges. Il n'y a aucune majorité absolue dans l'hémicycle, hein, pour information, il n'y en a aucune. Je fais pas de politique fiction. Moi, ce que je sais, c'est que les Insoumis ont été capables... Vous venez d'en faire de la politique fiction en disant si on n'avait pas voté, il y aurait les ordonnances. Parce que c'était le cas. Il y avait des ordonnances qui étaient évidemment derrière. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand je vois que les Insoumis, qui se sont battus avec moi dans la rue contre la réforme Borne, ont voté, tenez-vous bien, contre la suspension de la réforme des retraites. Contre. Pas abstention, pas parti faire un tour pendant qu'on votait là-dessus. Non, ils ont voté contre. Quel est le sens de gens
la réindexation des pensions de retraite sont automatiques avec ou sans budget, c'est juste un mensonge. Alors de ce que j'ai compris, Orphan, l'État français, le gouvernement peut ne pas réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Ils ont cette possibilité, ils ont cette arme-là. De ce que j'ai compris, hein, s'il y a quelqu'un qui me contre-argumente, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est ce que les médias ont dit. Je n'ai pas vérifié la source parce que, vas-y, j'ai pas fait mon devoir. Vous pouvez m'assassiner, il n'y a pas de problème. Mais de ce que j'ai compris, ils ont la possibilité de le faire. Qui se sont battus et qui disent mais parce qu'on n'a pas tout obtenu, c'est pas encore l'abrogation, donc la suspension c'est pas assez, donc on vote contre. Enfin moi, quand j'ai une victoire possible, maintenant pour les gens, pour ceux qui vont pouvoir partir plus tôt à la retraite, je la prends parce que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique. C'est pas en inventant des grands soirs qui ne viennent jamais. Parce que moi je veux bien aller jusqu'au bout de votre fiction. On aurait dissous. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez sérieusement que la France Insoumise serait majoritaire à elle seule au Parlement et qu'elle pourrait imposer l'abrogation de la réforme des retraites? Tout le monde sait bien que ça n'est pas le cas. S'il y avait demain une démission du chef de l'État, est-ce qu'on est sûr que Jean-Luc Mélenchon serait élu? Est-ce que vous pouvez me dire, vous, à travers les enquêtes d'opinion, alors que les enquêtes d'opinion disent exactement l'inverse, elles disent que c'est le plus mauvais candidat face à Jordan Bardella au second tour, qu'il serait battu à plat de coups. Ah ouais, là, ça tire. Aïe, 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 ça tire de ouf, là. Oh putain. Vous le dites aussi, donc, vous que ce serait le plus mauvais des candidats? Mais je regarde les sondages, je ne suis pas sondeur. Je dis simplement que l'évidence, c'est qu'il parvient, lui, à unir toutes les droites entre elles contre lui. Mais c'est pas là le sujet. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui attendent le grand soir, il n'est pas encore à notre porte. Et donc, si on n'a pas de grand soir, au moins qu'on n'ait pas des matins blêmes avec des gens qui découvrent demain matin que finalement, leurs pensions vont diminuer. On est à la veille de Noël. Oui. Est-ce que vous pensez que les gens, ils veulent qu'on leur dise, mais vous savez que si demain il y a une élection présidentielle, peut-être qu'un homme ou une femme de gauche l'emportera et donc à ce moment-là, vous serez récompensé de vos efforts. Non, ce qu'ils veulent savoir, c'est maintenant ce qui peut se passer et savoir que l'année prochaine, leur pouvoir d'achat sera préservé grâce à nous. C'est ça que j'ai cherché dans ce débat-là et uniquement cela. Et on évoquait les critiques acerbes de la France Insoumise, elles sont aussi venues de la part du Rassemblement National, sans surprise. Et quand on regarde cette photographie de qui a voté quoi aujourd'hui dans cet hémicycle, est-ce que on constate que ce bloc central s'est élargi au Parti Socialiste? C'est assez étonnant de le constater. Est-ce que vous considérez aujourd'hui faire partie finalement de cette majorité qui n'en est plus une, mais en tout cas des critiques qu'on vous adresse? Est-ce que vous faites partie de ce bloc-là en soutien finalement du gouvernement? C'est aussi ridicule de dire que je suis dans un bloc central avec les macronistes que de dire que LFI égale le RN. Je pourrais dire ça aussi, il y a un bloc qui s'est opposé, c'est LFI et le RN. Massivement, à l'unanimité. Unanimement. Donc est-ce que je dis ce soir que LFI et le RN c'est la même chose? Je dis que non. Je dis que ce n'est pas la même chose. De la même façon que quand moi je vote sur un texte avec des macronistes, avec des gens qui sont issus de ce fameux bloc central, je ne suis pas devenu macroniste, ils ne sont pas devenus socialistes. Mais donc vous êtes... Attends, je vais aller voir sur Twitter les retours, parce qu'il a tweeté forcément. Laisse voir les commentaires vite fait, si ça lui insulte sa mère ou pas. Désormais dans une opposition utile, ce sont les mots employés notamment par Boris Vallaud aujourd'hui dans Le Monde. Est-ce que ça veut dire que dans les prochains jours, alors qu'on va parler bientôt du budget de l'État qui va revenir à l'Assemblée nationale, est-ce que là encore, vous allez être dans cette opposition constructive et peut-être allez-vous envisager à nouveau des alliances avec le camp macroniste? Ah ouais, il se fait détruire, hein. Putain, il se fait détruire. Après, c'est Twitter, évidemment. C'est pas représentatif un peu... Enfin, si. Pour moi, c'est pas représentatif, mais ça donne un petit peu le ton de qui est... de comment il est à ce point détesté, genre. Ah ouais, doigt d'honneur, social traite macroniste, shame, 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 bande de traîtres. Ah ouais. Là-dessus, soyons... Justement, c'est bien que vous me posiez la question. En réalité, sur la partie du budget de l'État, on est pour l'instant très très loin d'être proche d'un compromis. Ce qui s'est passé en première lecture, vous avez observé que d'ailleurs tout le monde avait voté contre la première lecture, mais nous sommes très loin de la moindre concession qui a été accordée à la gauche sur un budget sur lequel nous demandons, nous, de la justice fiscale. Nous demandons à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent, pardon, et qu'on ait le sentiment qu'à un moment, les ultra-riches ne sont pas les seuls épargnés par le budget. Mais vous avez pris soin de dire pour l'instant. Mais parce que je suis ouvert au dialogue toujours. Si demain, en fait, je prends un exemple qui n'est plus possible parce que le règlement de l'Assemblée... C'est clairement pas l'électorat PS qui sur Twitter de Fla. Ah mais bien sûr, mais tous les jours, mais bien sûr. Fait qu'on ne peut plus introduire la taxe Zuckman. Mais simplement pour être compris. Moi, je continue à la porter. Je continue à croire que si demain nous sommes majoritaires, nous devrons imposer la taxe Zuckman parce qu'elle permet
d'introduire de la justice et notamment de faire payer ceux qui ne payent jamais rien et qui sont pourtant les plus riches d'entre nous. Mais ça, a priori, c'est un niet total. C'est un niet total en première lecture et de toute façon, parce que ça n'a pas été adopté en première lecture, nous ne pouvons pas y revenir en deuxième lecture. Mais il y a d'autres voies possibles. Moi, j'aimerais par exemple que... par exemple, sur la surtaxe de l'impôt sur les sociétés, il était de 8 milliards l'an passé, il est passé à 4 milliards cette année. Et le Sénat l'a même ramené à 0. Eh bien, par exemple, ça fait partie des sujets sur lesquels j'espère qu'on débattra. Mais non. Mon gars, tu t'es trompé de combat. À partir du moment où tu as baissé ton froc, la taxe Zuckman, elle a pas du tout été adoptée. Ni la taxe Zuckman, ni la taxe Zuckman Light. C'est pas toi qui vas tordre le bras en disant il y aura une surtaxe sur les sociétés ou je ne sais pas quoi. C'est fini, mon gars. C'est bon, le budget il est adopté. On sait tous que tu vas jamais censurer. Juste tais-toi. C'est bon, c'est fini, mon gars. Ça y est, on va plus le croire. Il veut essayer de tordre le bras de qui, frère? On verra bien ce qu'ils sont prêts à faire et comment est-ce qu'on envisage ce PLF. Mais pour l'instant, je vous le dis, on est tellement loin que je peux même pas dire le compte n'y est pas. C'est que pour l'instant, il n'y a aucune voie de passage pour arriver Alors que ça vous semblait plus facile avec le budget de la sécurité sociale initialement? Pardon, des gros mots. Ou le chemin était compliqué également? Ça me paraissait compliqué aussi, donc je ne dis pas que nous n'arriverons à rien. Je dis simplement que pour l'instant, l'évidence, c'est que nous n'y arriverons pas dans les délais qui nous sont fixés. Et donc, vraisemblablement, nous passerons par une loi spéciale pour éviter ce qu'on appelle le shutdown à la française, enfin pour éviter que d'un seul paralysie budgétaire. Tout soit paralysé. Vous êtes convaincu que la loi spéciale sera l'outil utilisé par le Premier ministre ce soir? Je n'en sais rien. Ça paraît inéluctable selon vous. Mais ça me paraît... Je vous dis à partir de ce que je connais et de ce que je comprends de ce que sont prêts à faire ces gens qui appartiennent au bloc central. Le discours de Faure a tellement changé depuis la dissolution et le résultat des législatives. Il faisait le mec effaré de ne pas avoir un Premier ministre NFP, into, on évite le pire, il a vraiment brisé son froc, c'est fou. Eh ben, ça me fait plaisir de lire ce message, parce que moi je me rappelle, moi je prendrais toujours les insultes, parce que oui je l'ai défendu, je l'ai un petit peu défendu, parce qu'il était, oui voilà, dont toi, oui moi j'assume, mais au moins je sais que j'ai des viewers qui étaient assidus 2 ans plus tôt. Vous étiez là il y a 2 ans, vous êtes encore là. C'est un signe. Oui, j'ai défendu ce gros bâtard. Oui, les gars, j'ai défendu ce gros bâtard. Je l'ai défendu en mode uniquement par ses discours extrêmement, vas-y, j'abuse sur le mot extrêmement. Il avait des discours vraiment radicaux, dans le sens où vraiment il voulait acter la fin du macronisme. Les gars, je parlais uniquement parce que j'entendais ces discours. On avait réagi à ça en stream. Je me suis dit, wesh, attends, mais ok, il veut vraiment tourner la page du macronisme. Ok, pas de problème. Et dans le chat, les gens disaient, Dauphin, l'écoute pas, Dauphin, n'oublie pas le PS, Dauphin, PS égale traître, Dauphin, Bellec, qui va te baiser la gueule. Oui, je me suis fait baiser. Oui, j'assume. Mais il y a les cons qui ne changent pas d'avis, finalement. J'ai un peu défendu fort, moi aussi, Dauphin, et plus jamais, mec. Mon gars Ben, tu connais, chef. On s'est trompé de combat, mon gars. Le truc, c'est que même la France Insoumise, il y a un mec qui le dit sur le chat, même la France Insoumise était un peu content, même Mélenchon, ils étaient un peu contents de voir que Olivier Faure était vraiment offensive envers le macronisme. Il voulait imposer un Premier ministre issu du NFP. Bras de fer, etc. J'étais en mode, ok, j'applaudis. Mais finalement... Que nenni, frère. Finalement, que nenni, mon gars. Putain. Il a face turn, mon gars. Il a heel turn comme dans le catch. C'est le méchant Undertaker dans la WWE. Nique ta mère, gros. Les délais sont trop courts, en fait. C'est ça. Les délais sont courts. Et surtout, je vois l'opposition très nette de toute forme à toute forme de justice fiscale par les LR, par Horizon, par Ensemble pour la République, par le MoDem. Et donc, je ne vois pas très bien comment on y parviendrait. Si demain, ils sont prêts à réinstaller des outils qui sont ceux de la justice fiscale, par exemple, en faisant un ISF qui rapporte vraiment de l'argent, s'ils sont prêts à revenir sur la surtaxe IS, s'ils sont prêts à abandonner la fin de la CVAE, s'ils sont prêts... Il y a toute une série de sujets sur lesquels on peut discuter. Ils seront prêts si vous êtes prêts en contrepartie à faire des économies. Qui nous disent lesquels, parce que c'est toujours pareil. En fait, ils veulent des économies, mais sur qui et sur quoi? Moi, je suis prêt à ce que, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par exemple, pour revenir au PLFSS, on aurait... Attends, je pense que Faure a essayé de tenir une ligne plus radicale à un moment contre la ligne Meyer-Rossignol à l'époque, quand il a vu que ça passerait pas en interne. Il s'est rangé au hollandisme. Je suis d'accord avec toi, hein, mais bien sûr. Mais je pense que Faure, il a pris un coup de pression de la part de ses camarades.
Parce qu'il était vraiment trop radical et c'est pas vraiment la ligne du PS d'être dans une ligne de confrontation similaire à celle de la France Insoumise et du Rassemblement National. Ils se sont dit, hey, les gars, doucement quand même, doucement, parce que n'oublions pas quand même que les macronistes, c'était des ex-PS. Voilà, c'était des anciens du PS aussi. Bellec, faut pas trop tirer sur nos anciens collègues. Je vois ce que tu veux dire, mon gars, je vois ce que tu veux dire. Faire des économies nombreuses. Vous avez aujourd'hui 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales qui sont distribuées aux entreprises chaque année. On aurait très bien pu en reprendre une partie. Toutes ne sont pas inutiles. J'entends bien qu'une partie de ces cotisations ne sont pas payables par les PME, par exemple, et puis parce qu'il y a aussi une concurrence avec l'international et qu'il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais enfin, quand vous avez des entreprises comme, je ne vais pas les citer, mais enfin... Allez-y. Allez, LVMH, ST Microélectronique, Michelin, qui ont obtenu parfois des avantages considérables, qui distribuent des dividendes, qui sont parfois l'équivalent de ce que l'État leur permet de gagner en les exonérant de cotisations sociales. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? La réponse d'un socialiste, c'est non. Mais... Bon, là, on n'a pas pu obtenir ces économies-là. J'espère que dans un avenir où nous aurons une majorité, nous pourrons le faire. Pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent ce soir, là, il va y avoir des délais très contraints pour obtenir un budget d'État avant le 31 décembre. Et vous nous dites ce soir, c'est peu probable, donc il y aura une loi spéciale pour parer au plus pressé, pour glisser vers 2026 et pour, en réalité, reprendre en 2026 ces débats autour du budget de l'État. Qu'est-ce que vous dites ce soir à Sébastien Lecornu? On s'appelle, on discute, comme on a su le faire et trouver un chemin sur le budget de la sécurité sociale, peut-être qu'au bout du bout, dans quelques semaines, on peut réussir aussi à trouver un chemin sur le budget de l'État? Et j'ajoute, est-ce que vous vous êtes entretenu ce soir avec le Premier ministre? Mais je crois qu'il a réuni ses ministres, je n'en suis pas, donc en fait, je n'entends pas en être. Donc il n'y a pas de... Non, je ne l'ai pas eu, et je sais bien que la légende se répand, qu'on se parlerait toutes les heures ou presque. C'est très loin d'être la réalité. Nous sommes chacun de notre côté. En fait, nous avons simplement... La seule chose qui nous a reliés, c'est que nous avons fait la même analyse du moment dans lequel nous étions. Il n'y a pas de majorité, le Parlement doit reprendre ses droits, chacun doit être responsable, et donc l'absence de 49.3 oblige chacun à prendre sa responsabilité. Y compris sur le budget de l'État. Donc on peut aussi s'entendre, vous pouvez aussi vous entendre au fin des fins sur le budget de l'État. Et c'est la première fois depuis que la Constitution de la 5e existe. Je suis parlementaire depuis plus de 10 ans. La réalité, c'est que je n'ai jamais eu autant le sentiment d'être parlementaire que ce soir. Pourquoi? Parce qu'habituellement, on arrive, on dépose des amendements, on les défend, parfois ils sont adoptés, mais à la fin, on sait qu'il y a un papa ou une maman qui arrive et qui dit « Écoutez, les enfants, vous avez assez joué, maintenant 49.3 ». Et là, c'est fini. Et donc, cette fois-ci, il n'y avait pas de 49.3. Nous savions que chaque vote comptait, qu'à chaque moment, nous avons pu obtenir des gains, parfois des pertes aussi. Une précision, parce que ça pas seulement mon groupe, de tous les groupes parlementaires. Vous dites qu'il y a des gains sur le pouvoir d'achat. Il y a aussi des pertes pour le pouvoir d'achat. Le milliard d'euros qui va être réclamé avec ce budget de la Sécu aux mutuelles, ce sont les Français qui vont le payer. Ça, c'est une perte pour leur pouvoir d'achat, on est d'accord? Non, vous savez très bien pourquoi. Parce que les tarifs des mutuelles ont été fixés au mois de juin. Et donc, qu'ils avaient déjà anticipé cette augmentation et qu'ils avaient déjà augmenté les tarifs. Donc vous pensez que ce milliard, ils ne le récupéreront jamais? Ils n'avaient pas prévu de baisser leurs tarifs après le vote du PLFSS. Donc, la réalité, c'est que cette hausse-là avait déjà été anticipée par les mutuelles et que désormais, en fait, je ne vois pas pourquoi ils devraient à nouveau que vous ne voyez pas pourquoi, très bien, mais à partir du moment où ce soir, on leur dit il y a 1 milliard en plus l'an prochain, rien ne les empêche l'an prochain de dire attendez, ce milliard, va falloir le récupérer sur tel et tel contrat. Mais rien n'empêche jamais personne. Simplement, en fait, la réalité, c'est quand même qu'ils ont aussi des... cotisants qui vont aussi leur dire leur fait. Ils vont aussi leur dire qu'ils ne peuvent pas, enfin ils n'accepteront pas de voir leurs cotisations augmenter indéfiniment, alors même qu'elles ont déjà augmenté l'an passé et que cette hausse de 1 milliard que vous évoquez, elle est absorbée déjà. Mais vous nous dites ce soir que c'est possible. En réalité, c'est possible, malgré tout. Malgré tout ce que vous dites, c'est possible qu'il y ait un rattrapage l'an prochain. Même s'il n'y a pas de taxe de 1 milliard, de toute façon, c'est possible. Nous ne contrôlons pas, et c'est heureux, nous ne contrôlons pas toutes les entreprises de France. Quand on prélève des impôts sur les entreprises, vous pouvez avoir le même discours. D'ailleurs, je suis surpris que ceux qui s'interrogent sur la taxe sur les mutuelles ne s'interrogent pas quand on taxe les entreprises. C'est la même chose. Elles peuvent dire on va le répercuter sur les prix parce qu'on veut des marges qui soient suffisantes. Donc, quand vous augmentez les impôts des grandes entreprises, elles peuvent dire écoutez, demain, on le répercutera sur les clients. Donc, tout est toujours possible. Simplement, à un moment, il y a une rationalité qui doit jouer aussi. Et tout le monde doit jouer le jeu parce que le patriotisme, ça n'est pas simplement le fait des parlementaires, ça va être aussi
aussi le fait des chefs d'entreprise, des mutualistes, de toutes celles et ceux qui ont en commun notre pays. Vous l'entendez d'ailleurs, vous entendez l'inquiétude des patrons aujourd'hui. Ils nous en fument, hein. Ah, ils nous en fument bien celui-là, les mecs. Hein. Il nous prend pour des bleus, hein. Il nous prend pour des idiots, ce gars-là. Hein. Je crois même, il sait même pas ce qu'il raconte. Mais je crois qu'il est perdu dans un tunnel. Le tunnel, il a pas de fin. C'est le tunnel de Versailles, mon gars, où il y a le fameux même Twitter où le mec, il conduit sa voiture, il est dans le tunnel, il se dit, mais il est où la sortie? Il y a pas de fin, mon gars. Vas-y, gros. Oublie encore qui sont des tribunes dans les journaux qui disent que cette Assemblée nationale-là, elle est déconnectée des réalités économiques du pays, qui se disent inquiets, qui voient le déficit Je vais mettre mes pattes au feu, là, et ma zaïf. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Mais que le déficit filerait s'il n'y avait pas de PLFSS. Et que c'est précisément parce que nous avons voté un PLFSS. Mais il file toujours. Ah bah il file toujours, bien sûr. On est à plus de 20 milliards d'euros. Oui, on a un peu plus de 20 milliards d'euros. Mais si on ne faisait rien... En partie à cause du Parti socialiste qui a demandé des dépenses supplémentaires. En partie parce que nous avons cherché à protéger les Français, parce que nous considérions qu'il était impossible de demander à des gens qui ont déjà tant de mal à finir leur fin de mois, de leur prélever en plus le montant de l'inflation. C'est ça que nous avons obtenu. Mais en fait, si on veut trouver de l'argent, nous avions des réponses. Nous aurions pu augmenter la CSG sur le capital davantage que nous ne l'avons fait. Nous aurions pu aussi supprimer des exonérations de cotisations. J'entends ces chefs d'entreprise qui nous disent « Ah, ça va pas ». Mais enfin, que sont-ils prêts à faire eux ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est parfaitement anormal que dans un pays comme le nôtre, avec des gens qui se présentent libéraux, qu'il y ait 211 milliards d'aides aux entreprises chaque année ? 211 milliards. Et ils ne veulent rien lâcher. Bah écoutez, moi je comprends pas. Et donc, s'ils veulent trouver des économies, j'ai une liste à leur proposer. Olivier Faure, entre vous et Boris Vallaud, il y a encore quelques semaines, vous agitiez un jour sur deux la menace de la censure. Est-ce que vous considérez ce soir que le Parti socialiste ne menace plus de censurer le gouvernement? Ou est-ce que ce chiffon rouge peut revenir dans les prochains jours? Mais vous avez raison de préciser, et tout à l'heure je l'ai dit en introduction, nous avons au fur et à mesure de la discussion évolué. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, quand on ne voit rien venir, quand on pense qu'il n'y a aucun accord possible, évidemment que nous considérons qu'il n'y a aucune raison d'aider ce gouvernement. Et donc, quand les choses se passent bien, qu'il y a des compromis possibles, là, nous pouvons y compris aller jusqu'à voter un projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que nous avons le sentiment que nous avons pu protéger les Français. Donc en l'état? Mais donc cette évolution, elle n'est liée qu'à une seule chose, c'est à l'évolution du gouvernement. Donc c'est pour ça que nous ne censurons pas le gouvernement. Mais si demain le gouvernement revenait avec l'idée de produire, je ne sais pas moi, des taxations sur les plus modestes pour équilibrer son budget, mais dans la seconde qui suit, la motion de censure, elle est déposée. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être en contradiction avec ce pourquoi nous avons été élus. Mais ce ne serait pas un peu culotté, pardon, après tout ce que vous avez pu obtenir avec ce budget de la Sécu? Vous êtes encore là ce soir à nous dire, potentiellement, on peut le censurer. Non, je vous dis que encore si demain... Mais je sais bien que... Après ce que vous avez obtenu. Je sais bien que l'intention du Premier ministre n'est pas de venir demain nous prendre en ciseaux et venir proposer au Parlement un projet de budget qui serait en contradiction complète avec ce que nous portons. Et donc, pour l'instant, ce que je dis, c'est que pour que nous allions jusqu'à l'abstention sur le projet de loi de finances, ça supposerait qu'il y ait des concessions puissantes et qu'ils permettent de la justice fiscale, là aujourd'hui où il n'y en a pas. Et donc, pour l'instant, le compte, effectivement, n'y est pas. Est-ce que le vote de ce soir, c'est un clou de plus sur le cercueil de l'alliance entre les socialistes et les insoumis? Mais moi, j'aime pas parler de cercueil, de clous, de tout ce que vous voulez. Je suis en désaccord profond avec ce qu'ils font. Je ne comprends pas qu'ils n'acceptent pas l'idée de jouer le jeu du Parlement. On ne peut pas dire « je veux une 6e République qui soit plus parlementaire, où le Parlement serait enfin souverain, finir avec Jupiter ». Et puis, quand on n'a pas de 49.3, quand on a enfin un Parlement souverain, dire « je veux rien négocier avec personne ». En gros, les municipales, c'est foutu. Les municipales, ils n'ont même pas, mais rendez-vous compte, Maxime Switek, qu'ils n'ont même pas été négociés avec le Premier ministre à aucun moment. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas de discussion possible. Mais comment voulez-vous ensuite expliquer que vous voulez demain un Parlement souverain, un Parlement qui soit celui qui permette... Et moi, je comprends pas sa logique. Qu'est-ce que tu vas aller négocier avec le cornu en tant qu'insoumis? Vous savez bien que dans la copie, tout oppose la France insoumise et l'idéologie macroniste. C'est ça que je comprends pas. Il y a un mec qui écrit « j'avoue », utilisateur suspect. Hein. Mais de quoi j'avoue? Ça sert à quoi? En fait, le problème, c'est que si tu vas négocier avec le cornu,
C'est lui qui va te mettre la pression. La France Insoumise n'a pas de levier assez puissant pour faire tomber ou mettre à genoux Monsieur Le Cornu. Donc moi, je comprends pas. Et si LFI allait négocier, il aurait fait quoi, Olivier Faure? Bon, je pense qu'il aurait fait le bon suceur, hein, je pense. Hein. Bah oui, le budget était déjà écrit. Bah non, du coup. Bah si, c'est un budget macrono-socialiste. Donc tu te trompes de combat, chef. Bah tu débats et tu négocies. Mais tu veux négocier quoi avec les macronistes? On le sait tous les deux, mon gars, que ça va pas marcher. Genre, sois pas débile. On le sait tous les deux que ça ne va pas marcher. Ça n'aurait servi à rien. Donc c'est une perte de temps. Donc autant ne pas perdre de temps et ne pas se présenter à cette réunion. C'est une perte de temps. Vous voyez bien que le RN avait participé à ces réunions. Il y avait Bardella et Marine Le Pen. Ils ont rien obtenu. Ils ont absolument rien obtenu. La preuve, contre à 100% sur le budget Le Cornu. À quoi ça sert de négocier, genre? Et j'ai pas de réponse, hein. Genre, j'ai pas de réponse. Bah, tu débats et tu négocies. J'ai pas de réponse, évidemment. Comme d'habitude. Mec, c'est un truc de ouf. Genre, je comprends pas, genre. À la limite, tu participes à ce genre de discussion pour le café, le croissant et tu te casses. Mais frère, ça sert à rien, genre. C'est une perte de temps. Ça s'appelle la démocratie et le débat d'Ofla, même si ça mène à rien, tu le fais pas. Pourquoi quand tu auras le pouvoir, les autres ne le feraient pas? Mais vous comprenez pas un truc. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que j'ai tort, j'en sais rien les mecs, hein, mais vous comprenez pas un truc. Tout oppose le macronisme avec l'idéologie de la France Insoumise. Tous les opposent. Tous les opposent. Il y aura deux camps qui vont camper sur leur position et on aura juste une copie blanche. On aura une copie blanche. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, mon gars. Oui, mais de là, c'est leur travail de débattre. Alors, le travail de la France Insoumise, ou de même de tous les partis politiques, c'est de voter des lois. Voilà, c'est juste de voter des lois. Les compromis en France, ça n'existe que très peu. Les Allemands le font mieux que nous, mais nous, en France, on a vraiment de grosses difficultés à se mettre d'accord sur des budgets. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu cette année, et je pense qu'on va encore le voir l'année prochaine. Macron a foutu la merde, genre. Macron, il a foutu la merde parce qu'il n'y a pas de majorité. Quelle perte de temps, mon gars. Quelle perte de temps. À la limite, tu négocies, mais les négociations vont durer 5 minutes. Eh, on aimerait faire ça. Le Cornu va dire non, désolé. Le Cornu va proposer quelque chose, ils vont dire ah, mettez un peu plus d'argent sur les riches. Lui va dire non. Bah, copie blanche encore une fois. Perte de temps, mon gars. On aura juste deux camps qui vont camper sur leur position, tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu vois les limites de la 6ème République. C'est là où tu le vois, en fait. D'entrer dans un régime parlementaire et en finir avec le présidentialisme à la française. Il y a quelques mois encore... il y a quelques mois encore, vous signez une alliance avec ce même groupe, avec la France Insoumise. Là, maintenant, vous êtes là à nous dire ils sont des irresponsables, vous ne comprenez pas leur jusqu'au boutisme. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? On veut la dictature de Mélenchon. Rien que le programme, tout le programme. Dans l'espace de quelques mois, comment vous analysez le comportement de vos ex-alliés? On peut dire ça comme ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de malheureusement assez simple et une maladie assez répandue, qui est la présidentielle, avec des gens qui sont obsédés par la présidentielle. Il n'y a que ça qui compte. Donc, alors même que c'est le parti qui nous expliquait que le président tout-puissant, c'était l'horreur et qu'il fallait s'en écarter au plus vite, désormais, plutôt que de passer par le Parlement, il n'y a plus qu'une élection qui compte, c'est la présidentielle, la présidentielle, la présidentielle. Il faut que Macron démissionne, il faut qu'on l'ait tout de suite. Imaginez que si Macron démissionne ce soir, dans 35 jours, vous avez le premier tour de l'élection présidentielle. Dans 35 jours, on vote. Moi, ce que je dis à toutes celles et ceux qui aujourd'hui espère avec la gauche, dans 35 jours, est-ce que quelqu'un est sûr que nous n'aurons pas commis le pire en mettant le pied à l'étrier à Jordan Bardella? Eh bien moi, je crois que nous avons plutôt intérêt à faire... Après, il abuse quand même, parce que court terme, moyen terme, long terme, Bardella, il est dans tous les cas de figure favoris. Donc c'est quoi ta stratégie pour renverser pour inverser la tendance? Je comprends pas, genre. Je comprends pas. Le constat, je peux le comprendre. Mais dans ce cas-là, quelle est ta solution? C'est quoi ta solution, chef? En sorte de réfléchir à deux fois. C'est ridicule ce qu'il dit, là. Que le Parlement retrouve ses droits, que le Parlement soit souverain, que le Parlement soit enfin respecté, ce qui est ce soir et ce qui me plaît. Olivier Faure, on a pu lire dans la presse ces derniers jours que vous étiez d'une certaine manière chafouin
de voir que ce que vous faisiez, les efforts que vous faisiez comme patron du Parti socialiste pour obtenir ce budget, pour qu'il y ait un compromis à l'Assemblée, ne se traduisent pas dans les sondages en votre faveur, notamment dans les sondages d'intention de vote. C'est vrai qu'il suit sa perte. Hein. Il pensait qu'il allait avoir des points de respectabilité dans les sondages, mais pas du tout, mon gars. On s'en bat les couilles de ta gueule, frère. Pour 2027. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Enfin, c'est une victoire pour moi. Et on aurait pu écrire ici fort, première victoire? Non, pas du tout. C'est pas ma victoire. Franchement, cette victoire, c'est celle de toutes celles et ceux qui croient au Parlement. Et moi, je crois au Parlement. Je suis un parlementariste convaincu. Et donc, ce soir, je n'ai jamais tiré... Pas chafouin. Mais pas chafouin du tout. J'ai dit, parce que la question m'a été posée, de dire, mais ça vous profite pas dans les sondages? Bah oui, ça me profite pas dans les sondages. Et alors? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est un moment d'être juste et de pouvoir me regarder dans un miroir et me dire que ce que j'ai fait était utile à mon pays et aux gens quand j'entends protéger. Et c'est ça qui me motive chaque matin. Pourquoi? Vas-y, il est en train de nous faire le... Il est en train de faire le Kuroko. Je sais pas si vous avez vu le manga, enfin l'anime Kuroko no Basket. C'est un personnage qui est un peu fantomatique, mais très important pour son équipe. Genre là, il fait le Kuroko, là, il fait le mec un peu fantomatique. Je suis dans l'ombre, je suis derrière la caméra, je fais les trucs en soum-soum, mais ça va protéger les Français, mais je m'en bats les couilles de la présidentielle. Vas-y. Il nous fait le patriote de oui, je te jure, gros. Vas-y. Il nous fait le mec de l'ombre, là, il nous fait le 6e homme ou le 13e homme ou je ne sais pas. Vas-y. Je me lève, pourquoi je me dis chaque jour, allez, on y repart, on se bat, etc. Parce que je crois, j'ai des convictions. Je ne suis pas simplement mu par l'idée que demain pourrait me porter, je ne sais vers quel destin. Allez. On verra bien, c'est pas le sujet. Vous parliez du virus de la présidentielle dont LFI serait obsédé. Certains pourraient vous rétorquer que vous êtes atteint par le virus de la trouille d'une éventuelle dissolution. C'est aussi ça peut-être... la clé, vous n'avez pas la trouille. C'est certain, et ça revient en boucle chez vos adversaires au Rassemblement national. Marine Le Pen encore ce matin dit, je la réclame cette dissolution, mais certains décrivent aussi que dans le bloc central et au Parti socialiste, vous auriez beaucoup à perdre d'une élection anticipée nouvelle. C'est faux? Vous n'avez pas du tout peur d'un retour aux urnes? Tous les sondages qui sont sortis sur les législatives montraient au contraire que nous sommes en forte progression. Et donc, il n'y a aucune crainte de notre part. C'est pas tous la même chose, les sondages. Et même... Non, on ne parle pas des mêmes. Je parle des sondages sur les législatives. Et donc, ce que je dis, c'est que tous ces sondages-là montraient que nous avions plutôt à gagner à une dissolution qu'à perdre. Mais nous n'avons pas fait un choix qui était un choix partisan, un choix qui revenait à nous servir, mais à servir les Françaises et les Français. Et c'est quand même la grande différence avec ceux qui jouent. Il y a des gens qui font de la politique avec beaucoup de cynisme. Ça n'est pas notre cas. Si il y a une chose dont on peut nous créditer, c'est notre sincérité. Dans un moment comme celui-là, nous n'avons pas fait un choix qui nous favorise, nous avons fait un choix qui est un choix qui peut-être, d'ailleurs c'est ce que vous écrivez ce soir, vous marquez Le Cornu, première victoire. Mais moi je ne suis pas là pour servir Monsieur Le Cornu. Je suis là pour servir les Français. Et pourtant, peu importe ce que vous écrirez sur vos écrans de télévision, ça m'est égal. Ce que je fais, la fierté que j'ai ce soir, c'est de pouvoir rentrer dans ma circonscription et ce soir leur dire, les gars, les filles, vous m'aviez demandé de vous protéger, je l'ai fait. Merci Olivier Faure. Fier, c'est pas chafouin donc. Merci d'avoir été Jamais. avec nous ce soir en direct. Notre première réaction ce soir, elle était sur BFM TV après ce vote à l'Assemblée du budget. Merci grand seigneur, so weak, c'est tellement weak gros. La sécurité sociale, merci à vous. Merci beaucoup. C'est tellement weak ça.